mon avis, que la communauté internationale devra répondre à la question suivante. Le monde peut-il continuer à évoluer dans un contexte de guerre commerciale, de méfiance entre les États, d'incompréhension entre gouvernants et gouvernés? Si, comme on peut le supposer, la réponse est négative, il me paraît que seule une conférence internationale au plus haut niveau pourrait jeter les bases de l'acte 2 de la mondialisation. Vous avez convoqué la tenue d'un grand dialogue national, inclusif aux problèmes posés qui sont une menace à l'unité du pays et au vivre ensemble des Camerounais. Le corps diplomatique met beaucoup d'espoir dans les recommandations issues de ce dialogue et salue le début de leur mise en œuvre effective. Notre pays est une capitale de la diplomatie dans la sous-région de l'Afrique centrale. Le Cameroun bénéficie donc d'une bonne image de la confiance de ses partenaires, aussi bien bilatéraux que multilatéraux. Nous n'avons pas de coopération militaire avec le Cameroun, contrairement par exemple à ce que nous avons avec la RDC ou même avec le Gabon et la RCA. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, nous sommes dans une crise qui est plus jeune. Donc nous avons proposé notre assistance en termes d'expérience, de vie et de coexistence des communautés. On n'avait pas pensé avoir affaire à une menace de type terroriste ou asymétrique pour pouvoir maintenant réadapter nos forces. On pourra dire que ces nouvelles menaces ont frappé le dispositif de veille camerounais. Docteur Franck Bogo. J'ai un problème quand même qui est fondamental, c'est le chevauchement, n'est-ce pas, des trajectoires. Parce que l'Union africaine a reconnu que l'intégration doit se faire au niveau des sous-régions. Donc finalement, moi j'ai peur que les États soient essoufflés parce qu'il y a un engagement qui est demandé au niveau des serres qui ont été reconnus, mais également des efforts qui sont demandés pour faire marcher l'Union africaine. La diplomatie sur les rails. Mesdames, Messieurs, merci de nous renouveler votre confiance. C'est bien Regard sur la diplomatie. Ça se passe sur la 88.4 et sur Facebook à l'adresse Royal FM en un mot espace Cameroun. Nous sommes ensemble pour 115 minutes et ce soir, nous tenterons de montrer le rôle du Cameroun au sein de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Pour vous servir, Ulrich Kemoué s'occupe de la mise en onde et du cadrage vidéo. Régie d'antenne, Carole Prudence Tientieux. Coordination éditoriale, Betanrouna. Coordination centrale, Roger Kiek-Dieki, supervision générale. Pasteur Emmanuel Noël Bissaï. Au microphone, Yves Modestungué. Bonsoir à tous et bienvenue. Mongo
88.4, mesdames, messieurs, c'est Royal FM et l'émission C'est Regards sur la diplomatie. Nous sommes ensemble pendant quelque chose comme 115 minutes. On va commencer par accueillir nos panélistes. Et j'ai à ma droite ce soir Abombébé Blaise. Bonsoir, monsieur Blaise. Bonsoir Yves Modeste Ngué. Comment vous vous portez aujourd'hui? En ce temps de, je vais dire, vache maigre. Se lever le matin est déjà une grâce, donc je ne peux que dire que je me porte bien. Alors Abombébé Blaise est diplomate. À côté, on a aussi Fabrice Némi. Fabrice, ça va mieux? Oui, par la grâce de Dieu, nous nous portons mieux. Nous avons eu la force de nous lever ce matin et comme les jours précédents, nous avons eu à le faire, donc nous nous portons de mieux en mieux. Très bien. Et Fabrice, le continent africain est en deuil. Vous l'avez appris mardi, la mort de géant. C'est bien le président burundais Pierre Nkurunziza. Que retenez-vous de cet homme-là? Déjà, il n'est pas aisé pour nous de parler des morts, d'autant plus que les écrits bibliques nous enseignent que laisser les morts enterrer les morts. Donc il n'est pas toujours évident de parler de quelqu'un après sa mort. Néanmoins, au vu de la tâche que nous incombe de Kamé Diormo, de cette actualité politique qui secoue tristement le continent africain, il revient de nous dire, aux auditeurs que le feu président burundais Pierre Nkurunziza, qu'il la scène politique non seulement sur le plan de la gouvernance au sein de ce pays d'Afrique centrale, mais également sur terre au vu de son décès. Mais ce qu'on retient de ce président qui a longtemps secoué l'actualité politique de la scène africaine est que c'est un leader africain qui s'est longtemps attaché pour la cause du peuple burundais, bien évidemment avant que celui-ci ne soit élu en 2005 à la tête de la présidence de la République burundaise, d'autant plus que le feu président Nkurunziza a eu à mener, du moins a eu à prendre part à la guerre civile qui a eu à secouer ce pays pendant plusieurs décennies. Donc, on se rend donc compte que c'est un président qui a un peu hérité de l'héritage de son père, parce que son père, rappelons-le, a été un parlementaire sur la scène politique burundaise. Avant dans le contexte des révolutions qu'il a eu à mener, puisqu'il dirigeait une cellule Hutu armée qui a eu à longtemps combattre le pouvoir en place de l'époque pour pouvoir arracher le pouvoir. Raison pour laquelle il a eu à gravir les échelons sur la scène politique burundaise et en 2005, il a été élu. Mais malheureusement, il convient également de le relever. Le président burundais sort un peu par la petite porte, d'autant plus que en 2015, celui-ci a eu à user du mécanisme constitutionnel, c'est-à-dire à modifier la constitution pour pouvoir se représenter. Même si en 2020, au cours de cette année,
il a préféré jeter l'éponge, d'autant plus que le fait que le président Nkurunziza... Il l'avait annoncé en 2018 et ça a été fait, ça a été effectif. Non, d'autant, il avait eu annoncé, mais il y a eu un arrangement. Il y a eu un arrangement entre les différents acteurs politiques et militaires même de la scène du pays. Il y a eu un arrangement, d'autant plus que après cette élection, il ne devrait pas partir complètement de la scène politique africaine. C'est la raison pour laquelle il a eu à proposer son dauphin qui soit un peu de la classe armée. Et le président Nkurunziza devrait toujours avoir une certaine prépondérance sur la scène politique burundaise. Alors, bon bébé Blaise. Bon, le président Nkurunziza a su conserver son goût du mystère. Voici un homme qui décède de manière inopinée, comme l'ont dit les autorités. C'est-à-dire que quand on a pris connaissance de ce communiqué, je me suis demandé à quoi renvoie un décès inopiné. Est-ce qu'il était prévu que à quelques heures de sa mort, certaines autorités soient informées? Mais voilà donc c'est de ça qui vient donc le mystère. Donc il décède donc de la façon, de manière aussi spectaculaire qu'il a vécu. Nous avons affaire à un homme qui aurait pu être pour le peuple burundais un homme d'État, un homme politique à qui ce jour on devait rendre hommage. Mais malheureusement, on peut citer un certain nombre je vais emprunter un terme, des bavures, si on peut appeler ça comme ça, qui ont émaillé. Il a été fait guide suprême du patriotisme au mois de février. Il s'est fait guide suprême du patriotisme. Et c'est ce que Némi disait, c'est-à-dire que même quand Nkurunziza donne l'impression d'avoir lâché, et il cède à un accord interne au sein du parti, parce qu'effectivement, le président élu, Ndaïchi Yembe, était secrétaire général de son parti et est aussi général, est major général de l'armée. Donc c'est quelqu'un qui vient de ce groupe, cette milice autour qui s'est emparée du pouvoir après une longue lutte. Donc je pense que si au moment où, parce que je disais un certain nombre d'analyses, en 2015, au moment où Nkurunziza devait normalement quitter le pouvoir, 65% des Burundais vivaient sous le seuil de la pauvreté. Aujourd'hui, il décède finalement, au moment de sa mort, ce taux est monté à 75%. Et il faut qu'on le dise. Nkurunziza entre dans le registre des présidents qui ont raté une grande chance. Raté une grande chance. Vous parlez de quelqu'un qui devient président d'un pays africain à 40 ans. Jusqu'aujourd'hui, on peut compter au bout des doigts combien de pays africains ont eu cette grâce d'avoir des présidents. 2005, à une période, une époque du modernisme, d'une certaine ouverture internationale. On a un jeune président qui, malgré le fait qu'il est issu des rangs de la rébellion, a été tout de suite accepté parce que la communauté internationale a vu en lui quelqu'un qui peut apaiser la situation. Mais 10 ans de magistrature, et il décide donc de passer par cette porte que beaucoup de nos présidents aiment utiliser. Donc, je pense que l'image que je garde de Nkurunziza, c'est quelqu'un qui devait faire un peu plus, mais qui a décidé de faire trop. Pour finir, le poste de guide suprême du patriotisme lui donnait une pension mensuelle de près de 300 millions de francs. Wow. Vous imaginez que je ne sais pas si le président du Burundi gagne cet argent. Mais dans l'arrangement qu'il a trouvé avec les caïds de son parti, il lui devait être reversé à la fin de chaque mois un montant assez colossal pour un pays qui est considéré comme parmi les plus pauvres en Afrique. Et finalement, je ne sais pas si la mort sauve le Burundi. Parce que je suis de ceux qui pensent que le président Nkurunziza n'allait jamais laisser son successeur
gouverner dans des conditions idoines. Parce que quand on s'érige à une position de guide suprême, ça veut dire qu'on a une main mise. On garde les pleins pouvoirs. La loi qui a été prise, dans laquelle il est consacré cette position, précisait un certain nombre de démarches, bon, malgré que consultatives, qui devaient être revêtues de l'autorité du guide suprême. Donc le guide suprême devait même présider chaque année une fête nationale, le fête nationale du patriotisme, qui devait être présidé par le guide suprême. Donc je crois qu'il s'était créé c'est-à-dire il devait créer l'empire du Burundi, où il devait régner comme le monarque, et puis le nouveau président devait régner peut-être comme son premier ministre. Mais voilà, voilà le destin. Je pense que aussi sa mort devrait être une leçon pour nous tous, et surtout pour ceux qui nous gouvernent, que ça peut intervenir brusquement à tout moment. Il faut penser au pays qu'on laisse derrière. Penser au pays qu'on laisse derrière. Alors, Fabrice Némi, voilà, les autorités ont parlé de crise cardiaque. Pierre Nkurunziza s'en va. Le pays observe depuis mardi déjà un deuil national. Ce sera pendant 7 jours. Quelle implication déjà au niveau de la vie, de l'histoire même du Burundi? L'histoire du Burundi retiendra le fait que c'est un président burundais qui a eu à un peu chambouliner beaucoup de choses sur la scène politique du pays. D'autant plus que, au-delà de sa magistrature, c'est beaucoup illustré dans certaines... Je me ferai le plaisir d'emprunter l'expression de M. Bébé, de bavure. Et c'est un président qui était parfois atteint d'une certaine schizophrénie, qui a fait en sorte que il se porte, du moins ce qui se démarre à certaines déclarations. Rappelons-nous l'insolite sportif qui a eu lieu il y a eu 2-3 ans, où il était question que le président burundais livre un match de football avec ses compatriotes et que les règles du foot soient dictées à sa guise. On se souvient même encore récemment avec la crise sanitaire, comment celui-ci a géré cette crise sanitaire, d'autant plus que lorsque le coronavirus est apparu en Afrique, la plupart des États ont pris des dispositions pour pouvoir faire en sorte que la population ne soit pas atteinte. Mais au Burundi, tout allait bien et on se souvient même encore de cette déclaration de Nkurunziza qui, à la veille de sa mort, estimait que Dieu avait soufflé en vain pour épargner le Burundi. Pour protéger la population. Oui, pour protéger la population. Donc voilà un peu un président qui s'en va avec de telles déclarations. Il croyait en Dieu, hein? C'était born again, comme on disait. Oui, c'était un fervent chrétien, un fervent spirituel. Mais le fait que, sans toutefois vous couper, le fait que son épouse soit hospitalisée et traitée du Covid-19 a fait dire à certaines personnes, même sur place là-bas au Burundi, que le président même aurait succombé au coronavirus. Nous sommes loin des suspicions. On reste sur la version officielle qui parle de crise cardiaque. On va juste se contenter de la version officielle donnée par la présidence burundaise, qui a eu à faire état d'un arrêt cardiaque. Donc nous ne sommes pas des experts de la médecine qui ont eu à prendre part à son rétablissement. Donc on ne va pas se livrer à certaines suspicions. Mais il faudrait que le peuple burundais se relève, d'autant plus qu'il y a de nombreux défis à relever, notamment le taux de pauvreté, quand on se rappelle que le Burundi, c'est quand même un pays qui est assez pauvre non seulement sur la scène continentale africaine, et également sur la scène mondiale. Il faudrait donc qu'on trouve un leader non seulement charismatique, mais qui puisse penser aux intérêts du peuple burundais. Cela soulève même encore un problème fondamental et crucial en Afrique. Celui de la perception même du leader, du dirigeant africain, d'autant plus que, vu que les États
nous ont été imposées en Afrique, du moins sa conception des États la conception occidentale nous a été imposée en Afrique. Il faudrait toujours que l'on dissocie la pertinence entre le président de la République et le chef d'État, parce que c'est deux notions bien différentes. Vous vous rendez compte que dans les démocraties parlementaires, notamment, ou la plus avancée, notamment avec l'Angleterre, le Premier ministre qui, sur le plan protocolaire, joue un peu le rôle de président de la République. En revanche, c'est lui bien celle qui a la fonction de chef d'État, qui incarne même le patriotisme de l'État, c'est la reine, c'est Sa Majesté la reine d'Angleterre. Il faudrait davantage que les États africains revoient même d'abord la perception de leurs États pour qu'ils puissent avoir des leaders qui puissent non seulement penser aux intérêts du peuple, mais aux intérêts de la nation tout entière. Alors, à bon bébé Blaise, le mandat de Pierre Nkurunziza devrait prendre fin officiellement le 20 août prochain. C'est-à-dire, après sa mort, le pays observe un peu une vacance encore au niveau de l'État, bien qu'il y ait eu un président élu qui doit prendre fonction, qui devrait prendre fonction ce 20 août. Alors, qu'est-ce qui s'annonce sur place là-bas au Burundi? C'est vrai que déjà la Constitution prévoit qu'après le décès du chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale qui doit assurer l'intérim. Je pense que Dieu a épargné les Burundais d'un problème assez grave. Si Nkurunziza passait avant les élections présidentielles, je ne suis pas sûr que la question allait se poser de la même manière. Si avant qu'on désigne c'est vrai que l'opposant Agathon Rwasa du Conseil national de la liberté qui avait même critiqué les résultats qui a fustigé ce résultat, les traitant de fantaisistes. Mais si la mort de Pierre Nkurunziza intervenait avant ces élections, je suis sûr que le problème de la succession devait se poser avec beaucoup plus d'acuité. Mais alors, la situation aujourd'hui, c'est que il décède après les élections. Donc, il y a déjà un président qui, selon la loi électorale, jouit d'une certaine légitimité et de la légalité, puisque au sorti des urnes, celui qui a été déclaré vainqueur. Par la Cour constitutionnelle. Par la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, la même Cour constitutionnelle doit d'abord laisser le président par intérim prêter serment. Le président de l'Assemblée nationale. Mais d'ailleurs, j'apprends qu'il est aussi très souffrant. Oui. C'est l'une des hypothèses qui se profile à l'horizon. Il est aussi très souffrant. Vous dites que la Cour constitutionnelle devrait d'abord permettre au président de l'Assemblée nationale de prêter serment. Au moins jusqu'au 20 août prochain. Jusqu'au 20 août. Parce que la loi constitutionnelle, la constitution burundaise parle de cette période de vacances où le président de l'Assemblée nationale prend le pouvoir et organise les élections dans un délai. Sauf que, de manière, si on devait entrer dans les juridicismes, de manière précise, la constitution burundaise est silencieuse sur la situation qui s'est produite. Jusqu'ici, le gouvernement ne s'est pas prononcé. Parce que effectivement, la loi fondamentale de ce pays demande à ce que le président de l'Assemblée nationale accède au pouvoir de façon intérimaire pour permettre l'organisation d'un scrutin présidentiel pour élire le président. Sauf que il y a déjà eu élection. Maintenant, est-ce que le président de l'Assemblée nationale peut accéder au pouvoir et décider d'organiser des nouvelles élections? Ça. Si éventuellement, parce qu'il y a aussi avec la mort de Nkurunziza, il y a des questions qui se posent. Je suis sûr qu'il y a des forces au sein même du parti politique, le CNDD, le parti politique au pouvoir, parce que c'est la coalition au pouvoir, qui est une machine politico-militaire. Parce que ce sont les forces de la défense de la démocratie qui s'emparent du pouvoir après la guerre de 2003 à 2005, de 1998 à 2003, qui éventuellement se convertissent en parti politique. Donc, au sein de ce parti, vous trouvez beaucoup des anciens combattants, beaucoup des anciens militaires.
et l'arrangement même qui donne lieu à la sélection du nouveau candidat Général, oui. provient donc de ce dispositif. Oui, puisque le militaro-politique. Le président qui décède lui-même portait plutôt son choix sur le président de l'Assemblée nationale. Sur l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on aura une remise en cause de ce dispositif, de cet arrangement militaire? Si jamais il y a une remise en cause de cet arrangement, il y a des forces qui peuvent plaider plutôt pour de nouvelles élections, alors que, compte tenu du fait qu'il y a une contestation, parce que quand il y a une contestation assez vive, ça pose des problèmes. De prétexte. Oui, ça pose des problèmes sur la légitimité. Donc il y a des forces. Mais il y a peut-être un souci, Blaise, c'est que c'est la Cour constitutionnelle qui est l'organe habilité à déclarer un vainqueur lors d'une présidentielle. Ça a été fait avec le cas du général Ndaye Chimeye. Oui. Et c'est cette même Cour qui permettra qu'il y ait une nouvelle élection. Aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis que on ne sait pas quel rapport de force va s'installer après Nkurunziza. Parce que je vous dis, tel que nos institutions, malheureusement nos institutions fonctionnent, vous voyez que nos institutions sont rattachées aux hommes, aux personnalités. Ça fait que à partir de sa mort, il y a de nouveaux rapports de force qui peuvent se mettre en place et des pontes au sein du régime qui estiment que le choix de l'autre n'était pas un choix prépondérant et veulent tout bouleverser. Il ne faut pas perdre de vue le fait que la République burundaise, à ce stade, est un État encore très fragile. Parce que la modification de la Constitution en 2015 a démontré que le pouvoir pouvait aller jusqu'à n'importe quel niveau pour assurer sa survie. Donc aujourd'hui, ne soyons pas surpris s'il y a des fragmentations au sein de ce tissu qui a soutenu Nkurunziza pendant les 15 dernières années, parce que les enjeux aujourd'hui, c'est comme si on ouvrait encore les cartes et que les gens se précipitaient à voir quel profit ils peuvent tirer de la situation. Donc, jusqu'à quand le président élu va prêter serment, je ne serai pas calme. Je suis encore sur les nerfs parce que ça peut péter à tout moment. Et n'oubliez pas, ils ont un petit voisin qui aussi est souvent très intéressé. Voilà. Pour ne pas nommer le Rwanda. C'est donc une situation qui s'annonce un peu confuse, Fabrice Néminemi. Oui, c'est une situation qui s'annonce très confuse, d'autant plus que la situation géographique dans laquelle se trouve le Burundi fait état de ce que il y a une multitude de groupes armés qui animent la région et qui sont toujours en retrait, c'est-à-dire ils attendent l'opportunité pour pouvoir attaquer. C'est-à-dire que ça soit la frontière congolaise, zaïroise, congolaise, rwandaise, bref, la zone des Grands Lacs démontre à suffisance qu'il y a une multitude de groupes armés qui sont le plus animés par les Hutus et parfois les Banyamulenge. Qui sont des guerriers qui parfois attendent une certaine intercelle pour pouvoir attaquer. Et cela peut encore réactiver même les scénarios des coups d'État et des crises sociopolitiques qui ont eu à avoir lieu dans ces régions. Donc il faudrait que les États de la région, d'autant plus que nous allons aborder la question de la CAC, d'autant plus que c'est la CAC qui couvre ces régions. Il faudrait que des dispositifs soient mis en place pour pouvoir non seulement aider les États à désarmer tous ces acteurs, d'autant plus que parfois ils sont de connivence avec la classe dirigeante. Et parfois les pays voisins jouent des relais, animent ces groupes armés pour certains intérêts politiques et stratégiques. Mais il faudrait donc qu'on ait des chefs d'État dans ces régions qui puissent être capables d'anticiper et d'assurer une paix. Car le vrai leader ne doit pas être celui-là qui gouverne pour ses intérêts personnels. Il faudrait qu'il gouverne pour l'intérêt général de la nation. Et c'est la raison pour laquelle je faisais le distinguo entre le président de la République et le chef d'État.
Parce que le chef d'État incarne cette force, ce patriotisme qui fait en sorte que le peuple reconnaît en lui comme un messie. C'est-à-dire le symbole même de l'amour de la nation. Il faudrait donc qu'on cherche, d'autant plus que c'est vrai que ça n'est pas évident avec la perception des États qui nous ont été imposés. Donc il faudrait qu'on ait des leaders africains qui incarnent ces deux personnalités, c'est-à-dire le chef d'État et le président de la République. Non pas de papier, mais dans la manière de gouverner. Alors, voilà donc une situation, peu importe peut-être l'issue aujourd'hui, bien que vous restiez dubitatif comme vous l'avez dit, peu importe l'issue, est-ce que le successeur de Pierre Nkurunziza viendra arranger à nouveau la situation du Burundi avec la communauté internationale et remettre les pendules à l'heure? Je pense qu'il en a intérêt. Il a intérêt à essayer de redonner à ce pays une image qui peut favoriser son ancrage même au sein de la communauté africaine. J'ai pris le temps à parcourir d'ailleurs que ce n'est même pas tous les présidents africains qui ont adressé les messages de condoléances. C'est pas tout le monde qui l'a fait. Et j'ai pris le temps à parcourir les messages. Pour la plupart, c'est des messages, je ne veux pas dire secs. C'est-à-dire, j'ai appris la mort de mes condoléances. Vous avez toujours vu que quand les présidents expriment les condoléances, ils essayent c'est-à-dire de faire appel à ce flamme de convivialité, du niveau des relations. Mais M. Nkurunziza s'était mis vraiment à partir de 2015 en marge de la mouvance africaine. Et il faut comprendre que pas seulement africain. Oui, pas seulement africain. Parce que quand je dis déjà africain, ça veut dire que de l'autre côté, c'est même déjà gâté. Il faut comprendre que l'Afrique, peu à peu, est en train de sortir de cette perspective de leadership qui voudrait qu'un homme peut se lever le matin pour ôter la loi fondamentale. Il y a certains qui ont le projet, Guinée-Conakry et tout ça. Mais, franchement, la personne qui remplace, quelle que soit la personne qui va remplacer le président Nkurunziza, parce que je continue à dire que M. Ndayishimiye, il hérite déjà un certain manque de légitimité qui peut jouer en sa défaveur. Je suis sûr que, parce qu'il y a une diaspora burundaise qui se retrouvait dans les pays riverains, juste parce qu'ils ont été déclarés persona non grata. Je suis sûr que tous ceux-là vont vouloir réintégrer le pays pour activer une nouvelle mouvance politique. Donc le Burundi a intérêt aujourd'hui à se construire une image. Et comme on disait, je ne pense pas que 2020, à partir de 2020, ça sera encore intéressant de développer un pouvoir autour de la personnalité, se pavaner à la télévision, faire des prières, toucher les gens, ils tombent, parler de l'évangélisme politique et tout ça, nier même l'existence d'une maladie qui, d'ailleurs, est en train de faire des ravages dans sa famille. Quand les gens parlent d'une infection au Covid, c'est parce que quand on est déjà homme et femme et que la femme tombe malade, l'homme est exposé. Oui, l'homme est très exposé. Et que sa femme a été évacuée pour être soignée au Kenya et tout ça. Moi, je pense que le défi qui attend l'État burundais aujourd'hui, c'est le défi de la réinvention. Il faut pouvoir créer un autre État. Quand on parle des États, on parle d'un pays qui n'a même pas la superficie de la région de l'Est. Et vous voyez un voisin à côté, le Rwanda, qui a presque la même superficie, mais qui est devenu le centre de toute attraction à cause d'un sens de développement. Et puis le Burundi est là à côté, encore trempé dans des velléités pouvoiristes, des problèmes de guerriers et tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, il faut une refonte du système politique burundais pour permettre aux petits peuples, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Comme M. Nemi disait, que la politique, c'est pour développer ceux qui sont les fils et filles de l'État. Donc, c'est un appel, vraiment, c'est un appel pour que même l'Union africaine devrait accompagner ce processus pour donner aux Burundais la capacité ou bien la possibilité d'espérer à quelque chose de mieux.
Alors, mais Fabrice Némé, y aurait-il véritablement un changement lorsqu'on sait que ce soit Ndayishimiye, que ce soit le président de l'Assemblée nationale, ou même quelqu'un qui sortirait du régime, on reste dans le régime? Même sur le plan de la forme, déjà, même si le nouveau président élu sort ou bien sortira de la même classe politique, politico-militaire du feu président Nkurunziza, mais il convient néanmoins de relever que c'est deux personnalités différentes. C'est-à-dire, c'est deux personnes qui vont gouverner avec des manières différentes. Même s'ils sortent de la même mouvance politique, mais c'est quand même une autre personnalité qui aura sa main mise sur l'État et qui va gouverner d'une manière ou d'une autre différente du feu président Nkurunziza. Il faudrait donc que le nouveau président puisse s'entourer d'une nouvelle classe politique et administrative qui puisse donner un souffle nouveau au peuple burundais, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faudrait pas toujours se contenter de satisfaire un certain nombre d'intérêts des acteurs de la scène, que ce soit de la scène politique ou bien de la scène militaire. Il faudrait donc qu'on pense à une autre perception de l'État, une autre perception de la politique au Burundi, de telle sorte qu'on puisse apaiser les tensions et pour que le pays ne plonge pas à nouveau dans le chaos socio-politique. Et pour sortir de ce sujet, Abon Bébé Blaise, c'est vous qui évoquiez tout à l'heure un message de la part du Burundi au reste de l'Afrique. Ce serait quoi le message aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense que le message que le Burundi donne, je veux parler même de la vie de Nkurunziza, c'est que nos dirigeants, nos leaders, devront toujours penser à ce qui peut suivre, c'est-à-dire à ce qui doit même venir après eux. Parce que ce système de pouvoir éternel, je parlais tout à l'heure de certains projets, notamment en Afrique de l'Ouest, qui visent encore, en 2020, à changer la constitution pour se pérenniser au pouvoir. Je pense que c'est des attitudes que nous devons abandonner. Parce que regardez clairement, dans les pays africains, où on a pu constater une certaine alternance récurrente et régulière, il y a des résultats. Parce que je vous le dis, même si c'est votre frère qui accède au pouvoir, il gouverne toujours d'une autre manière. Et il a l'obligation de rénover, de changer la classe politique. Donc je pense que la vie et la mort de Pierre Nkurunziza devrait être une leçon forte pour nos dirigeants. Qu'il faut entrevoir qu'est-ce que ce pays devient quand je ne suis plus là. Et il faut penser aux retraites. Il n'y a rien de plus paisible. L'autre jour, j'ai vu une chorale universitaire qui s'est rendue à la résidence de l'ancien président zambien, Kenneth Kaunda, pour fêter ses 95e anniversaire. Mais il faut voir comment ce papa est en train de danser avec les jeunes là. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui nous... C'est parce que nous, on se met dans une logique où on se dit que être président de la République est le sommet d'une ascension et on ne devrait plus quitter. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je pense qu'il y a aussi un honneur à être invité à des festivités nationales à la qualité d'ancien président de la République. Et que vous arrivez pour pouvoir donner votre avis sur des questions brûlantes. Donc je pense que M. Nkurunziza est une leçon, même une leçon personnelle pour nous autres qui menons cette vie commune sur cette terre. Ça peut s'arrêter à tout moment. Si quelqu'un disait à Nkurunziza que monsieur, demain vous ne serez plus là, je suis sûr qu'il allait éclater. C'est pour ça que je pense que même dans l'embarras, c'est-à-dire dans le déni même, le communiqué de la présidence de la République burundaise a lâché cette expression qui est quand même inédite, le décès inopiné. C'est-à-dire,
En fait, et quand on parle d'inopiné, ça dit que le décès non prévu. Oui. C'est-à-dire que parce que quand on dit même décès brusque, on va comprendre que la personne a eu une mort soudaine. Ouais. Mais quand on dit décès inopiné, c'est comme si on avait on avait un voleur dans la nuit, comme dit la Bible. Oui. Donc je pense que Yves Modeste Ngué, c'est la grande leçon que nous pouvons tirer. Et nous appelons aussi à nos autorités à regarder dans cette direction, à comprendre ce sens. Très bien. On va souffler pour revenir. For you, nobody can know, only you. Retour sur ce plateau de regard sur la diplomatie. Mesdames, Messieurs, vous nous regardez en direct. C'est sur Royal FM Manomou Espace Cameroun, Royal FM Manomou Espace Cameroun. Retour donc, nous allons parler d'un autre sujet. On parle de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Fabrice Némi, c'est quoi déjà la CEMAC? La CEMAC est l'émanation d'un ensemble d'institutions d'intégration régionale qui ont eu à apparaître en Afrique centrale, notamment à travers la première institution qui était l'Union douanière équatoriale, apparue en 1958 et qui a été remplacée par la Convention UDE Cameroun en 1961, et après en 1964, il y a eu l'UDEAC, Union douanière économique des États de l'Afrique centrale. Donc pour la CEMAC apparaît donc en 1994 dans un contexte où les États voulaient s'arrimer non seulement à travers le plan d'action de Lagos 1980 et qui a été parachevé et poursuivi par le traité d'Abuja de 1990. Donc il s'agissait pour les États, les anciens États de l'UDEAC, de revoir leurs objectifs d'intégration régionale, notamment sur le plan politique, économique et, dans une certaine mesure, sécuritaire. Même si il s'est toujours posé le problème du chevauchement institutionnel dans cette région, d'autant plus que au sein de l'Afrique centrale, il y avait déjà eu une Afrique centrale un peu géographique, même si d'aucuns estiment parfois que cette Afrique centrale géographique représente la CAC est une Afrique centrale géopolitique. Mais il y a toujours eu une lutte de leadership et d'intérêt entre les deux institutions. Raison pour laquelle
la CEMAC parfois n'a pas été au cœur du rendez-vous, d'autant plus que c'est déjà une institution qui est un peu restreinte. Donc, du moins, c'est une institution auquel prennent part les anciens États de l'Afrique équatoriale française et qui gouvernent, du moins ceux qui, dans leurs relations historiques, politiques et géographiques, n'ont pas les mêmes réalités avec ceux de l'ensemble du grand ensemble sous-régional qu'est la CAC. Raison pour laquelle parfois il a été reproché à la CEMAC d'être un peu en retard au regard des objectifs, des avancées que d'autres communautés économiques et régionales avaient déjà eu, notamment en Afrique de l'Ouest avec la CEDEAO. Donc voilà un peu ramasser ce qu'on peut dire de la CEMAC, mais le plus important, et nous allons l'aborder tout au long de nos différents échanges. Le plus important, ce sont les différents enjeux, les différents objectifs qui ont été fixés dès le départ. Est-ce que ceux-ci ont été atteints ou pas? Et justement, en quoi consistait la création de la CEMAC? Il faut d'abord comprendre que... Et la vision même d'ailleurs. Oui, il faut d'abord comprendre que toute initiative d'intégration régionale ou continentale part d'abord du constat que les États ne peuvent pas évoluer en isolement. De part de leur nature, des frontières, il y a un certain nombre d'interactions qui doivent être structurées de façon à assurer un développement harmonieux, plus ou moins harmonieux, ou bien un développement maîtrisé. Et déjà, pour la zone CEMAC, comme disait M. Némi, il y a un certain nombre c'est-à-dire une certaine philosophie de rassemblement qui ne part pas de l'initiative des États. Parce que à partir de 1958, les États se retrouvent à utiliser une monnaie, le franc CFA, qui n'est pas une émanation de leur volonté. C'est-à-dire que si je devais faire juste un petit exposé sur le contenu d'une zone d'intégration régionale, d'abord, les États se mettent d'accord sur la volonté du libre-échange. C'est-à-dire, on veut avoir un certain niveau d'échange sur des tarifs préférentiels entre nous. C'est comme ça que ça commence. Après, ils peuvent aller jusqu'à dire, non, il faut qu'on établisse une union douanière pour avoir un tarif externe commun entre nous. Plus tard, ils peuvent se dire, non, voilà, le volume d'échange entre nous nécessite à ce qu'on établisse un marché commun pour assurer la circulation des biens et des populations librement entre nos États. Plus tard, ça peut même déboucher maintenant sur une union monétaire qui vient en 4e lieu. Et finalement, il y a d'autres régions qui envisagent jusqu'à l'union politique, comme l'Union européenne, quand on commence à mettre ensemble des institutions politiques pour régir un certain nombre de questions. Mais malheureusement, quand on regarde la CEMAC, à partir de l'exposé qu'a fait M. Némi, on constate que les initiatives visant à créer une zone de libre-échange ne viennent pas directement des acteurs. Parce que déjà, à partir des indépendances, ces acteurs se retrouvent avec une monnaie. Une monnaie commune qui n'émane pas des échanges économiques, qui n'émane pas de la volonté de mutualiser les forces économiques. On se retrouve à la 4e étape, alors qu'on n'a pas encore franchi l'étape de la zone de libre-échange. On n'a ni franchi véritablement l'étape de l'union douanière. Et maintenant, c'est comme si... On a essayé de brûler les étapes. Oui, on a brûlé les étapes. Et la CEMAC évolue donc comme à la marche forcée. C'est-à-dire que c'est pour ça que quand d'aucuns trouvons surprenant qu'un pays projette construire un mur à la Trump, à la Donald Trump, moi je ne trouve pas ça surprenant. Parce que les fondements
l'essentiel de ce qui demande au pays de se mettre ensemble, nous n'avons pas pensé à ces essentiels. Nous sommes allés très vite établir les textes. On a pris les textes parce que nous sommes champions, on a pris les textes, on a fait les textes, de beaux textes. Mais déjà, aucun pays n'est prêt à céder ou à donner la pleine mesure pour la mise en opération de ces textes-là. Parce que, contrairement à certaines zones, par exemple, en Afrique australe, avec la South African Development Community, ils n'ont pas encore franchi l'étape de l'union monétaire. Mais 65% des échanges commerciaux en Afrique se développent dans cette zone-là. Un autre 25% se développe à la East African Community, qui n'utilise pas la même monnaie. De l'autre côté, en Afrique de l'Ouest, on trouve des pays essentiellement francophones et anglophones qui se sont retrouvés ensemble et qui sont en train de construire une union qui est plus porteuse que ce que nous, on a. Mais quand vous regardez sur les textes, la CEMAC sur les textes est la zone d'intégration la plus avancée en Afrique. La plus avancée. Tout ce qui est consacré dans les textes de la CEMAC. Le libre-échange, l'union douanière, l'union monétaire, le marché commun. Le marché commun qui pose encore un problème sérieux. De l'autre côté, chez nous, on a déjà acté dans les textes. Mais alors, pourquoi est-ce que véritablement cette zone n'arrive pas à sortir des abîmes? Parce que, pour dire vrai, les échanges, la nature de nos économies au sein de la CEMAC, cette nature fait en sorte que une fois qu'il y a une crise qui est déclenchée au Congo, tôt ou tard, le Cameroun se retrouve confronté au même problème. Ainsi de suite, le Tchad, la Centrafrique. Parce que la structure même de nos économies ne nous permet pas d'engager un véritable processus de développement. Peut-être on va soulever les contraintes politiques, mais voilà ce que je peux dire. Et Fabrice Némi voudrait revenir sur les objectifs même déjà de la zone. Les objectifs de la zone CEMAC, de manière générale, nous pourrons dire que l'objectif principal, c'est de promouvoir les échanges économiques entre les différents États membres à travers la concrétisation ou bien la matérialisation d'un marché commun. Parce que c'est ça le plus grand objectif. Maintenant, les autres objectifs politiques, sécuritaires et d'autres peut-être de nature sociale ne sont que des accompagnements. Mais le plus important, l'objectif principal est de promouvoir les échanges économiques entre les différents États membres. Et alors, rappelons un peu, c'est vrai que lors de notre premier propos à ce sujet, nous avons été laconiques dans nos explications. La CEMAC, ou du moins c'est l'ancêtre institutionnel de la CEMAC, qui est l'UDE, naît d'une volonté politique et non économique. Il faut se rappeler que c'est Barthélemy Boganda qui lance ce projet d'unir les différents États de l'AEF, c'est-à-dire le Tchad, la RCA, le Gabon et le Congo. En 1958, le Cameroun ne prend pas part à ce projet intégrateur. Il a donc fallu l'intervention de Omar Bongo, qui se dit: le Cameroun, au vu de ses potentialités économiques, peut booster les échanges entre les différents acteurs de l'UDE. C'est la raison pour laquelle, en 1962, on a parlé d'une convention UDE Cameroun. On se rappelle qu'à travers ces conventions, le co-voisin, la Guinée équatoriale, ne prend pas encore part à ce projet. Or, lorsque l'UDA est créée, malgré le fait que la Guinée équatoriale partage une certaine contiguïté géographique avec l'ensemble des États, ne prend même pas encore part à ce projet intégrateur. Il a donc fallu, au cours de la décennie 70, nous avons bonne souvenance en 1975, c'est dans ce contexte que la Guinée équatoriale intègre ce projet intégrateur, non pas sur des critères économiques, mais sur des critères purement politiques et géographiques. On se rend donc compte que les objectifs politiques sont un peu mis de côté, raison pour laquelle
aujourd'hui, la CEMAC piétine. Or, lorsque ce projet est concrétisé sur la base des objectifs du plan d'action de Lagos et du traité d'Abidjan en 1994, lorsque l'UDR est transformé en CEMAC, les différents objectifs répondent aux différents critères du spécialisme de l'intégration régionale Bela Bela-Sarr, qui prévaut une intégration régionale avancée à travers ces étapes, que ce soit une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun, une union économique et une union politique, diplomatique et sécuritaire. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La zone de libre-échange n'est pas encore active. Un marché commun n'existe pas. C'est-à-dire la libre circulation n'est même pas effective entre non seulement les personnes, mais également même les biens. Raison pour laquelle la CEMAC, au jour d'aujourd'hui, piétine encore au vu aussi de tous, d'autant plus que d'autres régions avancent déjà dans ce processus, notamment la CEDEAO. Alors, on va au téléphone retrouver un expert des questions d'intégration, c'est Zachary Roger Mbarga. Bonsoir Zachary. Oui. Bonsoir à vos experts en plateau. Oui, bonsoir. Merci. Alors, Zachary, comment se porte la sous-région Afrique centrale? La sous-région Afrique centrale, CEMAC, se porte très mal. L'actualité est essentiellement à la protection de l'union monétaire, puisque la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus a frappé de plein fouet l'économie déjà fragilisée par la crise liée au triple choc de 2014-2015, choc pétrolier, choc humanitaire, choc sécuritaire. Donc la crise sanitaire qui est venue avec le double choc économique et sanitaire a davantage affaibli les positions économiques de la sous-région. Donc c'est essentiellement à cette résilience que se trouve la sous-région qui au jour le jour essaie de se battre pour survivre. Les dernières estimations, qui sont vraiment des estimations, montrent que le PIB de la sous-région pourrait perdre plus de 8% de sa position de fin 2019. On était à 50% donc, par là. Pour essayer de sauver les meubles, les États de la sous-région essaient en même temps de sauver le sanitaire, c'est-à-dire de sauver les vies, et aussi dans une certaine mesure de sauver l'économie, c'est-à-dire éviter les licenciements, les pertes d'emplois, éviter les fermetures d'entreprises. Et en ce moment où on est dans un déconfinement, il faut essayer de faire repartir l'économie pour que les États aient davantage de ressources pour tenir la route. Donc c'est essentiellement ça l'état de la sous-région. Vous savez que la sous-région vit pratiquement de l'exportation des matières premières. Or, lorsque ces pays demandeurs, c'est-à-dire les grandes puissances, lorsque leur économie est mise en sommeil par la crise du coronavirus, ça impacte de manière négative les pays de la CEMAC qui, eux, importent et dont leur croissance est dépendante de la vitalité économique de ces grandes puissances. Donc, c'est un peu ça la solution. Il faut essayer de voir comment faire repartir l'économie sans compter sur ces grandes puissances. Donc, je peux vous avouer que l'équation est assez difficile en ce moment dans les pays de la CEMAC. C'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure d'un déploiement sanitaire en ce moment, ce que fait déjà l'OCEAC. Mais Zachary Roger, les panélistes ici en studio ont évoqué une origine beaucoup plus politique de la CEMAC. Et moi, je vous demande comment, déjà, quelles sont les politiques d'intégration en zone CEMAC? Dans la zone CEMAC, il y a principalement deux grandes politiques communautaires qui sont liées principalement aux institutions même de la CEMAC. Les deux principales politiques communautaires, c'est une politique liée à l'Union monétaire d'Afrique centrale, l'UMAC, c'est-à-dire tout ce qui est monnaie, tout ce qui est situation bancaire, tout ce qui est situation financière.
Donc voilà la principale politique qui est liée donc à la monnaie franc CFA. La seconde politique est liée à l'Union économique d'Afrique centrale, UEAC, et qui porte sur tout ce qui est politique économique. Et donc là vont se greffer un ensemble d'activités. Maintenant, depuis qu'il y a eu une évolution avec la situation sécuritaire, il y a donc de plus en plus un ensemble d'activités qui sont liées à ce qu'on a appelé le comité des chefs de police d'Afrique centrale pour essayer au niveau des frontières de gérer la situation sécuritaire. Donc on peut donc voir que l'organigramme de la CEMAC lié aux différents départements qui existent gravite donc ou tourne autour de ces trois principales politiques communautaires d'Afrique centrale. Maintenant, vous allez donc voir que en fonction de l'une ou de l'autre, il y a des conventions financières, il y a tout ce qui est lié à la situation financière avec la BEAC. De l'autre côté, il y a des conventions économiques qui essayent d'avoir au niveau de la région des politiques économiques communes. Ça, c'est de manière ramassée, pour vous expliquer un peu le crépier organisationnel de la CEMAC. Parce que justement, comme le relevaient fort heureusement vos experts en plateau, le mobile de création de la CEMAC, c'est la monnaie, le franc CFA. Et donc, vous allez voir que la CEMAC, généralement, se retrouve autour de la défense de la dévaluation du franc CFA. En 2016, c'était le cas. En 2017, c'était le cas. En 2018, c'était le cas. En 2019, ça a été le cas. Et maintenant, en 2020, avec la situation du coronavirus, c'est encore le cas. Donc, la CEMAC aujourd'hui est essentiellement une organisation qui tourne autour de la monnaie commune, le franc CFA. C'est une situation assez étrange, puisque le franc CFA est stabilisé, entre guillemets, par une convention de parité fixe avec l'euro. Et en principe, une dévaluation du franc CFA n'émane pas de la situation économique, mais davantage de la volonté des chefs d'État et donc émane de la situation politique. Donc voilà donc un ensemble de curiosités qui, mises ensemble, forcément ne permettent pas toujours de comprendre dans quel curseur on peut facilement comprendre les interactions en zone. Très bien, Zachary Roger, vous restez avec nous. Alors, quelles observations à Bon Bébé Blaise? Non, déjà, merci à M. Zachary Roger pour ces éclairages qui viennent conforter la position que nous avons prise en studio, qu'on ne peut plus continuer à imaginer que les démarches qui visent aujourd'hui en Afrique à créer un marché commun vont favoriser d'autres régions et ne pas favoriser la nôtre. Parce que essentiellement, quand on regarde les économies de la sous-région, vous allez constater que il va sans dire que la CEMAC se retrouve vraiment à la traîne de tout ce qui se passe en Afrique en général. Il y a aujourd'hui une ruée vers la concrétisation des marchés internes. Il y a une préparation, même dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, il y a des stratégies sont développées pour faire en sorte que au moment où il sera demandé aux pays africains de libérer complètement les tarifs pour permettre des échanges sur un certain nombre de produits, que des économies domestiques soient capables à la fois de soutenir le choc qui va venir de l'extérieur et de pouvoir aussi compétir sur le marché africain. Mais je regrette que toutes ces démarches risquent de se heurter à l'immobilisme de la sous-région CEMAC. Tout à l'heure, M. Némi évoquait même le chevauchement entre la CEAC
et la CEMAC. Mais je crois que si aujourd'hui, il revenait à la CEMAC de donner la marche, parce que je pense que les pays comme l'Angola, Sao Tomé et Principe, le Rwanda et le Congo, qui font partie de la CEAC, sont aussi membres d'autres groupes d'intégration sous-régionale. Le Congo fait partie de la Southern African Development Community. L'Angola aussi. Ça veut dire que notre sous-région n'a pas pu, de manière fondamentale, titiller à travers les perspectives économiques pour pouvoir convaincre ne serait-ce que les deux pays-là qui représentent les grands marchés, l'Angola et le Congo-Kinshasa, à se mettre en musique avec les politiques qui sont établies au niveau de la CEMAC. C'est pour dire que si nous restons dans cette considération d'union politique d'ailleurs fragile, parce qu'au jour le jour, regardons par exemple la situation en Centrafrique, qui est devenue une crise prolongée. Quelle a été l'implication de la CEMAC en tant que communauté politique dans la recherche de solutions? Ça nous permet d'évaluer même et de constater que même les désirs politiques qui sont affichés à l'échelle sous-régionale ne nous permettent pas d'avoir une main mise sur la situation sécuritaire dans la région. Donc je pense que nos leaders doivent déjà puisque à la vous avez base. évoqué le cas Centrafrique, si on prend même déjà la situation actuelle, la situation sanitaire, avez-vous l'impression qu'il y a quand même une certaine volonté de la CEMAC à résoudre tous le les problème? pays de la sous-région se sont allés en rang dispersé, chacun essayant de faire les choses à sa manière. Dans certains pays même, il y a eu des ultimatums, des gens qui viennent du Cameroun, parce que comme on accusait l'Europe d'être notre source de contamination, nous aussi, nous sommes malheureusement la source de contamination d'autres pays au niveau de la sous-région. Et depuis là, on n'a pas vu un certain activisme au niveau même proactif ou réactif pour donner une conduite sous-régionale. Jusqu'aujourd'hui, les gens sont en train d'agir en rang dispersé. Les prêts accordés par le FMI ont été accordés aussi en rang dispersé. Ça veut dire que les effets économiques du Covid vont nous frapper toujours en rang dispersé. Donc je pense que l'heure, il est urgent de le faire, parce que je suis convaincu que dans 5 ans, si nous ne faisons pas ce qu'il faut faire pour vraiment structurer et donner une vision stratégique à la CEMAC, on va se retrouver pas simplement à la traîne, mais nos marchés, nos économies ne pourront pas intégrer la grande zone, le grand marché commun que l'Afrique projette de se doter. La ZLECAf. Alors, Fabrice Némi, comment dans le Cameroun traite la question, par exemple, de la libre circulation des personnes et des biens en zone CEMAC? Non, c'est une question qui est favorable au Cameroun au regard de ces principes diplomatiques qui font état d'une coopération sans exclusif, une solidarité africaine. Et le Cameroun a toujours eu à se démarquer, à appliquer certaines résolutions, ou du moins certaines politiques régionales. Les frontières camerounaises sont ouvertes à tous les États appartenant à la CEMAC. Dans le Cameroun, sur ce plan, se démarque favorablement comparé à d'autres acteurs, notamment... Le mal de la CEMAC ne vient pas du Cameroun, c'est ça? Le mal de la CEMAC ne serait venu du Cameroun sur un certain nombre d'enjeux, mais on ne saurait toujours discréditer le Cameroun du retard qu'on observe au sein de cette institution, d'autant plus que le Cameroun, en tant que pays membre de la CEMAC, est un acteur majeur de poids pour pouvoir vraiment booster un certain nombre de choses dans cette institution. Donc on ne saurait disculper la responsabilité sur le Cameroun, mais il faudrait davantage que le Cameroun, au vu de ses potentialités, surtout économiques, diplomatiques et même politiques,
puisse inciter l'ensemble des États à aller vers la bonne voie. Mais cela n'est pas une chose facile. Lorsqu'on observe un certain nombre d'acteurs, pour ne pas citer notre voisin équato-guinéen, qui, dans un projet communautaire que se revendique la CEMAC, se porte garant d'ériger une barrière physique, non pas politique, mais une barrière physique dans une communauté qui est censée promouvoir la libre circulation des biens et des personnes. Donc ça sera pas une chose facile pour le Cameroun et pour l'ensemble des États. Il faudrait davantage que le Cameroun puisse également inciter la plupart des États de la CEMAC à diversifier leurs économies. Car on observe que les États de la CEMAC dépendent beaucoup plus des matières premières, que ce soit le pétrole, et le résultat est lequel, lorsqu'il y a un choc pétrolier sur la scène internationale, cela impacte beaucoup sur la zone CEMAC, au vu non seulement des échanges qui devraient y avoir, mais également de son PIB qui n'arrive pas toujours à augmenter au vu des différentes potentialités. Mais le Cameroun, sur ce plan, se démarque favorablement parce que lui essaye quand même, avec ses différentes potentialités, diversifier son économie, contrairement à d'autres acteurs qui dépendent essentiellement du pétrole. Très bien. Alors, Zachary Rogier, au niveau des textes communautaires, est-ce que les pays de la sous-région les ont adoptés et même transposés au niveau des législations nationales? Zachary Roger, oui. Zachary, vous êtes là? Zachary? Allô? Oui, on vous écoute. On parlait des textes. On parlait des textes au niveau communautaire. Est-ce que les États les ont déjà adoptés et transposés au niveau des législations nationales? Oui, ce sont des... Enfin, dans une certaine mesure, oui. Et c'est où on observe une relative intégration régionale. J'ai écouté par exemple l'expert qui a fait valoir la résistance en rang dispersé face au coronavirus. Je dirais qu'il faut quand même nuancer. Il faut nuancer dans la mesure où justement il y a eu un renforcement de l'intégration macroéconomique dans la mesure où désormais il y a une approche, il y a une négociation régionale pour ce qui est des problèmes économiques et financiers avec le Fonds monétaire international. Il y a eu une négociation régionale. Voilà pourquoi les dossiers de la CEMAC ont été étudiés de manière collective par le conseil d'administration, c'est-à-dire les besoins de la CEMAC. Et maintenant, en fonction des priorités de chaque pays, on a donc accordé une certaine enveloppe aux différents pays. Vous allez voir également le dernier don de la Banque africaine de développement. Il y a que 3 pays qui ont bénéficié d'une enveloppe nationale et il y a l'OCA qui a bénéficié de l'enveloppe régionale. Donc, d'une certaine manière, il y a une évolution de l'intégration macroéconomique et même de l'intégration sanitaire, si on peut le voir ainsi, même si il y a beaucoup de limites qu'on peut relever en matière. Mais avant le coronavirus, on a bien vu que les États avaient eu une certaine prise de conscience. Lorsque on prend par exemple les critères de convergence de premier degré, on va voir par exemple le niveau d'endettement de 70%, on va voir l'équilibre budgétaire qui doit être à maximum moins 1,5 points. On va voir également l'inflation qui est à 3% et les arriérés de paiement. Lorsque la CEMAC a demandé aux États d'incorporer dans leur texte le délai de paiement des arriérés en termes de dette intérieure principalement,
On a vu qu'au Cameroun, il y a eu incorporation de 3 textes par le ministère des Finances et les autres pays ont suivi. Lorsque la BEAC a identifié une nouvelle norme en matière de comptabilité publique, on a vu que tous les États ont incorporé ça. Les ministères des Finances ont incorporé ça également pour adopter une nouvelle norme en matière de comptabilité publique. C'est pour dire que, bon, si on se limite simplement à ça, on peut dire qu'il y a une certaine incorporation dans les textes. Maintenant, on va encore revenir aux insuffisances des pays de la CEMAC ou même des pays africains. C'est ce que certains des penseurs, et nous nous situons un peu à leur suite, ont qualifié d'intégration douce. C'est-à-dire qu'on prend des mesures en matière de régionalisation, mais on ne met pas de contraintes. C'est-à-dire, on décide que la libre circulation des personnes et des biens s'ouvre. On prend des textes au niveau national pour dire qu'effectivement, voici les critères qu'il faut respecter. Mais lorsqu'il y a on va dire, une préoccupation nationale, on ferme les frontières. Eh bien, ce type de situation participe de l'intégration douce parce qu'on va se rendre compte que les souverainetés nationales prennent le pas sur le processus ou la dynamique de régionalisation. Voilà donc pourquoi on va voir qu'il y a toujours fragilisation du processus d'intégration par ce qu'on a toujours appelé le souverainisme. Et on peut multiplier des exemples à l'envi. Très bien. Et Zachary, ici on parle un peu du poids du Cameroun au niveau du financement de la sous-région. Le Cameroun est un leader dans la CEMAC. Ça ne souffre d'aucune contestation. Si je faisais un peu d'humour, je dirais que même lorsqu'on voit le nombre de cas de coronavirus qu'on a au Cameroun par rapport aux autres pays de la CEMAC, on peut dire que le Cameroun a le leadership de la contamination. Donc, mais pour revenir à votre question centrale, le Cameroun représente plus de 50% du financement de la CEMAC. Les derniers chiffres de 2019 démontraient que sur une enveloppe sur un reversement, pas la collecte, parce qu'il y a la collecte, il y a le reversement, c'est deux choses différentes. Sur le reversement de la taxe communautaire d'intégration de la CEMAC, le Cameroun avait un peu plus de 50%, entre 55% et 53% par là. Donc en termes de financement de la CEMAC, le Cameroun est largement au-dessus. Et c'est pourquoi je dis, certains pays, vous les voyez souvent faire des déclarations, etc. Mais ils savent très bien que si on parlait de financement de la CEMAC, ils n'auraient même pas alors, si on parlait de financement du processus d'intégration, pas forcément de la CEMAC, ils n'auraient pas à 10 mots. Je prends un exemple simple. Le projet d'université Cameroun-Congo. Le Cameroun a déjà son campus au niveau de Saint-Mélima et accueille des étudiants du Cameroun, des étudiants congolais et bien d'autres. Mais on attend encore de l'autre côté que le Congo ait également son campus. C'est vrai que vous allez me dire que le Congo a déjà fini le bitumage du corridor routier. Mais ce sont là des signes qui démontrent que l'intégration régionale est davantage dynamisée lorsque les 6 pays de la CEMAC en font une priorité. Tant que les 6 pays de la CEMAC ne font pas du processus d'intégration une priorité, on va toujours rester dans la même situation. Très bien, Zachary, vous restez avec nous. Et Blaise, il y a aussi cette problématique du leadership au niveau même de la CEMAC. Comment le Cameroun gère cela? J'évoque le Cameroun parce que le Cameroun jusqu'ici, jusqu'à présent, assure la présidence tournante de la CEMAC.
Oui, en fait, je ne sais pas si vous parlez du leadership politique ou du leadership économique. Leadership politique. Politique déjà. Bon, nous avons un système de rotation. Au niveau économique, Oui. ils l'ont déjà relevé, Oui. Zachary l'a relevé. Nous avons un système de rotation. On ne va pas appeler ça... ce n'est pas comme une position de leader en tant que tel. C'est une position de coordination qui revient à un chef de l'État pendant un certain temps d'exercer comme, je préfère l'appeler ça, coordonnateur d'un certain nombre d'activités pour donner un sens organisationnel aux activités qui se poursuivent dans le cadre de la CEMAC. Mais je pense que le vrai leadership devait se démontrer au sein des institutions même que consacrent les textes fondamentaux. C'est-à-dire qu'en dehors de la personne du président en exercice, qui par ailleurs, les textes précisent que le président en exercice coordonne des actions, je vais dire, il prend une place prépondérante dans l'organisation des activités fixées par l'ensemble des chefs d'État. En ce qui concerne leurs réunions et la facilitation aussi, c'est un rôle de facilitateur. Donc, je pense que l'enjeu du leadership revient donc au renforcement de la place même des institutions qui incarnent la CEMAC. Je veux parler de la commission de la CEMAC, les différentes agences, les différentes organisations. Est-ce qu'à tous ces niveaux, Blaise, le Cameroun est représenté? Non, là alors, vous m'obligez à vous parler d'une vieille politique. Je suis diplomate depuis seulement 6 ans, mais il y a une vieille politique qui voudrait que le Cameroun ne s'intéresse pas véritablement dans le placement, pour ne pas dire positionnement, n'est-ce pas, de ses fils et filles. Ce n'est pas simplement une réalité de la CEMAC. On peut le regarder du côté de l'Union africaine, comme dans les Nations Unies. Il n'y a pas une véritable politique, n'est-ce pas, d'introduction, telle qu'on voit en Afrique de l'Ouest, avec notamment le Sénégal. Vraiment, quand vous entrez dans le système international, vous ne faites pas 2 bureaux représentatifs des organes des Nations Unies sans voir une Lamine Ndiaye, en tout cas un Sénégalais. Donc je pense que il y a quand même des Camerounais qui occupent des postes au sein de la CEMAC, au sein de la commission, qui chapeautent des structures, mais je ne pense pas que l'idée du Cameroun a été toujours focalisée vers l'introduction de ses fils. On l'observe malheureusement que ce n'est pas, ça n'entre pas dans les objectifs politiques comme c'était autrefois. Donc en tant que, si on veut voir le leadership dans cette sphère-là, j'aurais du mal à vous citer une longue liste des acteurs. Alors, Fabrice Némi, est-ce qu'à ce niveau-là déjà, est-ce que ces éléments n'influencent pas le fait aujourd'hui qu'on constate quand même au niveau de la sous-région Afrique centrale, il y a comme une protestation du leadership camerounais? Est-ce que ces éléments-là n'entrent pas aussi en jeu? Déjà, de manière naturelle, le leadership... Pour dire que le Cameroun est locomotive, ce n'est pas tous ces États qui l'acceptent d'ailleurs. Non, comme a eu à le relever avec emphase Zachary Roger, et nous allons poursuivre dans cette même dynamique en disant que le leadership régional camerounais dans la zone CEMAC ne souffre d'aucune contestation historique, politique et bien évidemment et économique. Mais il faudrait... analyser. Qui le dit? C'est vous? Non, c'est pas nous qui le disons, c'est un fait. C'est quelle étude? C'est un fait, les faits sont sacrés. Sur le plan, on peut lire ça où? Sur le plan économique, que ça soit sur Fabrice Némi, on peut lire ça où? Monsieur Yves Modeste, ne nous dispersez pas. Très bien, avancez. Merci. Sur le plan économique, au vu alors de sa population, le Cameroun est un leader. On se rend bien compte que
en économie, la population est un facteur de développement d'un État. Donc sur ce plan-là, le Cameroun ne souffre d'aucune contestation. Sur le plan politique, on se rend bien compte que le Cameroun, contrairement à ses voisins, a une certaine politique, du moins ça a des institutions politiques assez stables qui font en sorte que il est très difficile parfois d'observer un certain nombre de crises sociopolitiques, même si depuis 2016 on vit dans ça. On vit dans cela. Mais sur le plan quand même géographique, la superficie du Cameroun est la plus grande. Donc, pour poursuivre notre analyse sur la question à laquelle nous sommes conviés de répondre, nous disons tout simplement que le leadership camerounais doit être appréhendé à travers même d'abord celui qui incarne même d'abord la politique ou bien la diplomatie camerounaise. On convient de relever à ce sujet que le leadership camerounais en zone CEMAC est analysé sur le prisme d'un régionalisme non hégémonique. Et ce régionalisme non hégémonique suppose que le Cameroun, à travers, dans la CEMAC, entretient des relations d'égal, de fraternité et de solidarité. Cela suppose donc que ces différents principes, la fraternité, l'égalité et surtout la solidarité, sont au contraire d'une volonté de domination et de puissance régionale. Raison pour laquelle il est parfois un peu reproché au Cameroun de ne pas incarner ce leadership-là. Et comme nous avons eu à le relever il y a quelques instants, que la politique étrangère est à l'image même de celui qui incarne même cette diplomatique. Et lorsqu'on voit le chef d'État camerounais, il est très discret même dans sa manière de gouverner. Donc voilà un peu comment on peut analyser le leadership camerounais. Peut-être s'il se trouve un jour ou pas, s'il se trouve, et ce qui est sûr, un autre leader camerounais dirigerait ce pays, on pourrait davantage mieux analyser ce leadership régional camerounais dans la zone sénat. Très bien. Zachary, vous êtes là. Est-ce que le Cameroun donc essaye de redresser l'économie en tant que leader? Déjà, vous savez que le Cameroun souffre moins de cette situation de structure unique de l'économie parce qu'il a une relative diversification de sa structure économique de prime abord. Donc, et vous savez, le diplomate en plateau pourra me concrétiser, je parle sous son autorité. Le Cameroun a comme principe de diplomatie la réciprocité. Donc, autant le Cameroun ne voudrait pas s'interférer dans les affaires internes des autres États, autant il n'aimerait pas qu'on interfère dans ses affaires internes. Et donc, pour le Cameroun, il y a donc ce point d'honneur à ne diplomatiquement agir de manière concertée et dans la réciprocité. Voilà pourquoi j'ai toujours pensé que le leadership du Cameroun devait être à l'image d'un pays comme le Nigeria. C'est-à-dire quoi? Un leadership axé sur la géoéconomie. Le Cameroun aujourd'hui finance à plus de 50% le processus d'intégration. Il pourrait augmenter ce financement parce qu'il en a les capacités à plus de 70%. À partir de ce moment, son avis, même si les textes ne le disent pas ainsi, son avis sera prépondérant puisque c'est lui qui a la cagnotte. Parce que lorsque vous disiez que où est-ce qu'on peut connaître, où est-ce qu'on peut lire le leadership du Cameroun, le Cameroun c'est 40 à 45% du PIB de la CEMAC. Le Cameroun c'est plus de 50% des produits qui ont un agrément, c'est-à-dire les produits qui circulent de manière libre dans la sous-région. Lorsque vous allez dans tous les marchés des capitales des 5 autres pays de la CEMAC, vous allez voir des Camerounais qui importent depuis le Cameroun. Vous allez par exemple voir que la crise anglophone a fragilisé la consommation dans les autres pays, que ce soit au Gabon, que ce soit au Congo, que ce soit en Guinée équatoriale même, ou bien même au Tchad. Au Tchad, c'est même encore plus prononcé que cela. Donc, à la vérité, le leadership du Cameroun ne souffre
d'aucune contestation. Mais comment faire pour transformer structurellement le processus d'intégration régionale? J'ai déjà parlé du financement de ce processus pour davantage avoir plus de routes, plus de ponts, plus de connectivité Internet. Pourquoi pas avoir le chemin de fer? Mais à la vérité, ce sont les projets intégrateurs qui font le processus d'intégration. Ce ne sont pas les sommets, ce ne sont pas les réunions des ministres, ce ne sont pas les communiqués finaux. Je crois que je peux m'exprimer ainsi. Ce ne sont pas les collèges de commissaires de la CEMAC, ce ne sont pas les discours. Le processus d'intégration est évalué à l'aune des projets intégrateurs. Voilà pourquoi j'ai toujours pensé qu'il faut opérer dans les pays de la CEMAC, un peu comme l'Union africaine essaie de faire avec sa réforme à l'heure actuelle, même comme on voit déjà très bien que ce sera compliqué. Il faut opérer une mutation en matière de financement. Aujourd'hui, la commission CEMAC, qui est un organe exécutif, politique et administratif, engloutit plus de 50% du financement de l'intégration. Ce qui est aberrant. On ne peut pas lire l'intégration régionale, on ne peut pas rendre physique palpable l'intégration régionale. Le Camerounais lambda ou même le citoyen lambda de la zone CEMAC ne ressent pas l'intégration. Je suis absolument d'accord avec vous. Ce n'est pas la commission de la CEMAC qu'on va rendre visible le processus d'intégration. Le processus d'intégration sera visible à travers les institutions spécialisées. Par exemple, lorsque vous allez au marché du Fundi, qui est à quelques mètres de Royal FM, vous allez voir que vous achetez une pastèque, vous achetez l'ananas ou la tomate, il y a des résidus de pesticides qui sont là et qui vont créer des maladies aux populations. Or, la CEMAC a un organe spécialisé en matière de pesticides, le CEPAC, qui est logé à Yaoundé, à Loncac. Si on donne plus de moyens au CEPAC, vous allez voir qu'il va protéger les populations de cette situation de maladie à travers une meilleure utilisation des pesticides. Ça, c'est un point de vue. Le deuxième point de vue, on dit qu'il faut la diversification économique, il faut produire plus du point de vue agricole. Il y a une institution spécialisée de la CEMAC en matière d'agriculture. Elle a un plan stratégique pour dynamiser l'agriculture. Mais où sont les moyens? Il n'y en a pas. Le CEPAC, le CCPAC pour les chefs de police a besoin de plus de moyens pour mettre en œuvre le système d'Interpol au niveau des frontières pour mieux filtrer les mouvements de personnes. Mais il n'y a pas suffisamment de moyens. On peut aller plus loin avec le coronavirus. On a vu que l'OCEAC, logé également à Yaoundé, était limité. Comment rendre palpable l'intégration régionale en cette période de coronavirus? Il faut que l'OCEAC ait les moyens pour davantage être techniquement, scientifiquement et cliniquement doté en ressources. Donc l'intégration régionale, ce n'est pas à la commission de la CEMAC. Ce n'est pas dans les discours, ce n'est pas dans les conférences de chefs d'État, ce n'est pas dans les réunions des ministres. C'est dans les projets intégrateurs que pilotent les institutions spécialisées, les organes et autres. Très bien. C'est cette transformation, c'est cette mutation de l'intégration régionale que le leadership du Cameroun devrait contribuer à opérer pour que là donc, on voit que la marque Cameroun dans le processus d'intégration en Afrique centrale aura été indélébile. Et là, ce n'est pas avec une présence en exercice de la CEMAC. La présence en exercice de la CEMAC, comme le disait très bien l'expert en plateau, ce n'est qu'une plaque tournante, une coordination, un mandat. Et puis, on a même vu que certains chefs d'État de la CEMAC, lorsqu'ils étaient présents en exercice de la CEMAC, ont pris des textes. Mais lorsqu'ils sont sortis de cette présence en exercice, on commencé à concrétiser ces textes. Je peux prendre un exemple, le cas de la gouvernance rotative, qui voudrait qu'en fonction du nom alphabétique d'une institution, elle prenne les rênes d'une institution spécialisée, de la commission, etc. Non, on l'a vu très bien. Et vous savez que c'est le mandat unique dans la CEMAC désormais. On ne double pas de mandat. Donc, si vous vous inquiétez du fait que le Cameroun ne soit pas dans une institution spécialisée, c'est vrai qu'il y a des sujets sur lesquels on peut voir une certaine géopolitique, où le Cameroun a parfois un peu raté le coche,
Mais il y a aussi une situation organique qui voudrait que c'est sur la base d'une rotation alphabétique. Très bien. Vous êtes là toujours. Blaise, il parlait tout à l'heure justement des politiques, des projets, des infrastructures qui rendent un peu plus visible l'intégration régionale. Et au niveau déjà de la CEMAC, on a parlé du marché commun. On a parlé aussi de l'union monétaire, même. Où en sommes-nous? Vraiment, je remercie Zachary Rouget pour les points qu'il a eu à donner là. Juste pour rebondir sur quelque chose. L'OCEAC, il a cité l'OCEAC. Oui. Qui est quand même sur le terrain en train de distribuer les kits de protection. L'OCEAC a été créé en 1963. C'est-à-dire que c'est une agence, c'est une organisation qui précède même la plupart des autres institutions de la CEMAC. Parce que elle est née d'un constat. Il fallait gérer le problème des pandémies, des épidémies dans la sous-région, continue. Aujourd'hui, c'est des institutions comme ça qui doivent donner le là dans la sous-région en ce qui concerne la lutte contre le Covid-19. Donc, en fait, j'étais juste pour dire que vraiment, j'ai trouvé cet exemple palpable. Maintenant, pour revenir à la question de qu'est-ce qui donne corps à un projet d'intégration régionale, au-delà des textes, au-delà des communiqués finaux, comme il a si bien dit, c'est l'infrastructure interrégionale qui permet à ce que un producteur à Fumbot peut récolter sa tomate. Si cette tomate n'est pas destinée à une transformation sur place, si la tomate doit être vendue en fruits, et que avant le coucher du soleil, les tomates soient écoulées sur un marché comme à Malabo, ou comme à Libreville, par exemple. Parce que le réseau routier doit permettre à ce que, de deux côtés, ça veut dire que quand on parle des infrastructures, je veux prendre par exemple la question de l'aviation, du transport aérien. Que vous maîtrisez mieux. Que je maîtrise mieux. Il y a eu un projet, CEMAC, qui n'est jamais sorti de la terre, juste parce que les différents pays considèrent que il faut que chacun garde un outil de transport aérien. Mais malheureusement, au Cameroun, ça bat de l'aile. Au Tchad, malgré les investissements qui ont été renouvelés à travers Air Tchadia, dans un partenariat avec Ethiopian Airways, ça bat de l'aile. Au Gabon, on n'a même plus de compagnie aérienne. Au Congo, c'est la même. Air Congo aussi est dans une phase assez compliquée. Il n'y a que peut-être la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, mais même avec la Guinée équatoriale, je vais vous dire que le maintien des CEIBA provient d'une volonté politique. Parce que comme société rentable qui est censée créer de l'emploi et reverser des impôts à l'État, CEIBA ne fonctionne pas. Mais où est le projet? C'est parce que nos États n'ont pas encore compris que investir créer des infrastructures qui permettent aux hommes d'affaires, aux capitaines d'industrie de se déployer est l'essentiel de la construction d'un tissu économique. Parfois, on est tenté de penser que parce que l'État subventionne une société, très souvent les entreprises publiques, l'État donne de la vie à cette entreprise. Que non! Il faut créer un environnement propice. Donc, ça va de part la disponibilité des différents États à respecter les engagements pris sur la base du libre-échange, et de deux, la volonté de ces mêmes États à construire des projets communs qui permettent de donner vie à la volonté des hommes d'affaires de commercialiser. Les hommes d'affaires, ils veulent conquérir de nouveaux marchés. Il a utilisé l'exemple du Cameroun, qui constitue un grand marché. Qui ne vous dit pas qu'il y a des hommes d'affaires aussi tchadiens qui aimeraient bénéficier
de ce marché camerounais qui totalise à peu près 25 millions de personnes. Donc je pense que les deux actions doivent aller de pair. On doit investir. Regardez même le port de Kribi. Le port de Kribi, comme le port de Douala, est censé ravitailler ou desservir le Tchad, la Centrafrique. Et dans une mesure même, le nord du Gabon. Vous vous souvenez du projet, le projet de fer qui a été développé au nord du Gabon, qui aussi à un certain moment pouvait être ravitaillé à partir du port de Kribi. Mais dans la construction du port de Kribi, quelle a été l'approche sous-régionale? Parce qu'il est prévu, les pays qui sont landlocked, comme on dit en anglais, peuvent, sur une base d'une mutualisation de forces, concourir à même l'extension d'un terminal, un terminal dédié. Et quand il parle du chemin de fer, aujourd'hui, nous voyons la nécessité de tirer le chemin de fer jusqu'à de Ngaoundéré. C'est quelle ville tchadienne là? Il y a Ngaoundéré. N'Djamena. Non, pas N'Djamena, il y a une ville tchadienne intermédiaire qui est aussi une ville économique là. Voilà, Moundou. De tirer, oui. Mais là, vous voyez que il faut que le chemin de fer aussi soit tiré vers Kribi. Ça permet à ce que le Tchad sait que nous avons une source de ravitaillement. Au cours de la dernière grande commission mixte Tchad-Cameroun, les premières plaintes des hommes d'affaires tchadiens étaient de dire que les processus de transmission de marchandises traînent encore, souffrent encore de beaucoup de blocages sur le corridor Douala-N'Djamena à cause en fait, ce sont des obstacles, je vais dire même fictifs, c'est-à-dire des obstacles créés par des hommes juste pour pouvoir profiter de ce processus-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour résumer et pour affirmer ce qu'a dit Zachary, aujourd'hui le véritable défi, c'est de se lancer dans la construction des projets intégrateurs. Si c'est dans l'agriculture, les chaînes les value chains, comme on dit en anglais. Value chain, ça veut dire qu'un processus de construction qui commence avec une activité et finit avec une autre activité, permettant de créer un lien de production qui peut faire construire, qui peut faire développer les différents acteurs de la chaîne. Alors, le 22 novembre 2019, réunis à Yaoundé au cours d'un sommet extraordinaire, les pays membres de la CEMAC, Fabrice Némi, à l'issue de leurs travaux, manifestaient quand même la volonté de voir un peu la question monétaire avancer. Où en sommes-nous? C'est vrai qu'il y a eu d'autres péripéties entre-temps, le Corona est venu. Mais est-ce que ça avance dans ce sens-là, comme on voit ailleurs dans d'autres sous-régions? Non, la question monétaire ne saurait avancer, d'autant plus que le franc CFA que nous utilisons dans la sous-région CEMAC n'est pas totalement, du moins l'utilisation de cette monnaie ne dépend pas totalement de ces États. On connaît bien la puissance tutélaire de cette monnaie, dont les États africains, les États de la CEMAC, autant pour nous, sont un peu impuissants face à la résolution de cette question monétaire. Et cela soulève même encore le problème récurrent que nous observons dans la plupart des États, notamment dans la CEMAC, où les États sont de plus en plus endettés. Et lorsqu'il y a cette crise de la dette, la question monétaire ne peut pas être facilement résolue, d'autant plus qu'il va toujours se poser un problème. Les États, du moins, augmentent la PIB, mais la PIB ne leur permet pas toujours de pouvoir résoudre de manière générale leurs problèmes, d'autant plus que à travers leur plus-value, il est toujours question de rembourser ces différentes dettes qui, de plus en plus, ont un taux d'intérêt assez élevé. Imaginez un seul instant où les différents États de la CEMAC sortaient un peu de cet endettement auquel ils sont soumis à travers le FMI. Leur plus-value, du moins leur PIB, du moins leur taux de croissance leur permettront de financer les différents projets sur le plan national et sur le plan régional.
Lorsque Bébé parlait des projets intégrateurs, notamment des infrastructures, on ne peut pas penser à des projets intégrateurs si tant est que les États, au sein même de leurs frontières, ont des déficits en matière d'infrastructures. Imaginez en cet instant où un pays comme le Cameroun essaie de doter la plupart des services de ces régions d'infrastructures routières. Cela permettrait, et avec l'accompagnement des États, de l'État dans une approche discursive, d'inciter les commerçants, du moins les producteurs agricoles, d'alimenter la plupart des États de la sous-région. On observe par exemple que certains États de culture par certains produits. Un pays comme le Cameroun, qui a une certaine agriculture diversifiée, alimenterait les autres États. Prenez par exemple l'ALENA, l'accord qui lie les États-Unis, le Mexique et le Canada. Certains produits agricoles ne sont pas cultivés, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Or, le Mexique, à travers cet accord, alimente ces deux États-là. Prenons par exemple les tubercules, les ignames. La plupart de ces produits-là proviennent du Mexique parce que dans cette zone de libre-échange, ils ont créé un certain marché commun. On observe que les États-Unis, qui influencent cet accord de libre-échange, édictent leurs règles. C'est ce que devrait, par exemple, faire le Cameroun, à travers non seulement son taux de financement qu'il éjecte dans la CEMAC, inciter les autres États en faisant en sorte que les États s'arriment à sa volonté de davantage booster l'intégration régionale en zone CEMAC. Alors, Zachary, si vous vous accordez, ou on s'accorde donc à comprendre et à réaliser que le Cameroun reste tout de même la locomotive et que c'est pas bien perceptible à tous les niveaux, que manque encore au Cameroun actuellement? D'emblée, je dirais que la situation mondiale actuelle démontre que aucun leadership aujourd'hui n'est comment le dire, n'est accepté de tous. C'est-à-dire que ce soit le Cameroun dans la CEMAC, l'Allemagne et la France dans l'Union européenne, les États-Unis dans l'ALENA ou alors dans l'ASEAN, la Chine même en Asie de l'Est, aucun leadership aujourd'hui n'est accepté avec coubette. C'est-à-dire que quelle que soit la zone d'intégration ou la zone de coopération dans laquelle vous vous trouvez, votre leadership est toujours mis à rude épreuve parce que les autres vont toujours le contester. Ça, c'est le principe même des relations internationales, des rapports de force. Ouais. Maintenant, il faut très bien savoir sur quel élément s'appuient souvent certains pays de la CEMAC pour, entre guillemets, concrétiser le leadership du Cameroun. Ils vont parler de la solidarité, ils vont parler de l'unité, de l'union, etc., etc., etc. Sur le fait que, sur des éléments concrets du processus d'intégration. Allô? Oui, on vous écoute, François, Zachary. Ok, je n'avais plus de retour là. C'est bon déjà, oui. Jamais ces pays n'ont soulevé un élément factuel pour démontrer que sur une politique d'intégration, le Cameroun était en marge de la règle communautaire. Mais pour dire qu'est-ce qui reste au Cameroun, j'ai envie de vous dire que il reste à peu près tout au Cameroun, hein. C'est-à-dire que c'est comme le Cameroun a de la ressource humaine, enfin de la ressource naturelle pour être leader. Le Cameroun a de la ressource naturelle pour être un pays qui dynamise l'intégration régionale. Mais le Cameroun doit transformer ce potentiel en richesse pour davantage donc peser sur ce processus d'intégration, enfin peser davantage. Parce que tant que je vais vous prendre un exemple simple. Le Cameroun, dans la CEMAC, est le seul pays qui relie les autres, auquel
les autres sont reliés. Par une frontière au moins, à défaut d'avoir une route, au moins par une frontière. C'est déjà un élément essentiel de leadership. Maintenant, pour capitaliser sur cet avantage, sur ce potentiel, il faudrait donc avoir la capacité de construire des routes et de les alimenter en échange. Principalement les échanges de biens. Autre élément de leadership, c'est la ressource humaine. Le Cameroun forme ou a déjà formé des diplomates et même un chef d'État. Le président centrafricain, c'est un produit de l'Université Yaoundé 1. Oui. Michel Archange. Donc, la ressource humaine ou la ressource scientifique que le Cameroun a est un avantage comparatif, compétitif même, dans ce leadership. Et donc, le Cameroun pourrait irradier, irriguer les autres pays de la sous-région en matière de que ce soit les enseignants, soit les opérateurs économiques, que ce soit les consultants et bien d'autres corps de métier, les médecins, par exemple. C'est un autre avantage. Et donc, aller chercher de l'argent qui se trouve dans ces pays pour le ramener ici au Cameroun. Un autre exemple pour mieux asseoir cette idée, c'est le peuple juif. Nos amis d'Israël. Vous voyez, il y a une stratégie, et même la Chine, il y a une stratégie d'envoyer des enfants de ce pays à l'extérieur, exercer des métiers pour ramener les devises et même avoir une certaine géopolitique. Que soit la Chine, que soit... procéder à un transfert de compétences. C'est une stratégie aujourd'hui pour soit... pas un transfert de compétences, mais davantage un positionnement des compétences. Parce que le transfert des compétences, c'est comme si on allait chercher la compétence. Très bien. On a déjà cette compétence, il faut donc la positionner. Une politique étrangère qui intègre cela. Très bien. Merci Zachary. C'est de cela. Et le meilleur moyen d'intégrer tout cela, voilà, le meilleur moyen d'intégrer tout ça, c'est de bâtir une nouvelle politique étrangère qui intègre ces nouvelles données. Donc, l'intégration régionale comme moyen de positionnement stratégique d'un pays, comme moyen d'habilitation d'un leadership. Merci Zachary. En quelques secondes, qu'est-ce qui manque au Cameroun, Blaise? Je pense qu'il nous faut une réelle volonté, parce que c'est de la volonté que naît la politique. Une politique qui est comprise dans le sens... Elle est déjà manifeste, non, la volonté? La volonté, je ne crois pas. La volonté, je ne crois pas. Je pense que nous continuons malheureusement à ne pas réaliser que il y a un potentiel plus énorme dans la sous-région. Et je vais vous dire, par exemple, pour un pays qui est le pays qui relie géographiquement toute la région, il est aberrant qu'on n'ait pas une politique des villes frontalières. C'est-à-dire que quand vous regardez toutes les villes qui servent de connexion avec les pays de la sous-région, vous allez voir à Kiyosi, à Bangminko, Mbaïboum. Il faut cette politique absolument. Il faut une politique qui fait en sorte que... Pourquoi est-ce que le savon qui sera utilisé peut-être au Tchad est exporté de Douala? Alors, c'est terminé, Blaise, c'est terminé, malheureusement. Pour vous servir, regard sur la diplomatie ce soir, Ulrich Kemwe était là à la mise en onde, également au cadrage vidéo, merci à lui. Merci à vous, à Bon Bébé Blaise, merci à Fabrice Neminemi, merci à Zachary Roger Mbarga, régie d'antenne Carole Prudentieux, coordination éditoriale Bertrand Ouna, coordination centrale Roger Kiyek, supervision générale Révérend Pasteur Emmanuel Noël Bissaï. Je suis Yves Modeste Ngué, mesdames, messieurs, on se retrouve la semaine prochaine, même heure et même fréquence. Restez des nôtres, les programmes se poursuivent. Vous aurez tout de suite le point littéraire avec Jean-Jacques Foucault.